que l'on veut embrasser. Cela m'a paru très important. Alors là, je me rappelle, j'avais 7 ans. C'est à l'occasion d'une réception officielle. La cour du palais était pleine de dignitaires, de serviteurs. Moi, j'avais 7 ans. Les gens me demandaient à embrasser ma main. J'attendais ma main. Et lui qui regardait par la fenêtre de son bureau, il était seul. Je rentre, j'embrasse la main. Et sans dureté, il me dit: savez-vous que notre part de responsabilité et le rang que nous avons équivaut à un gâteau? Et c'est là où il était vraiment extraordinaire, parce qu'à chaque âge, pour chaque âge, il employait le mot qu'il fallait. Alors, pour un garçon de 7 ans, le mot gâteau, bon, ça, Dieu a voulu que vous ayez la grosse part et les autres la petite. Mais supposez qu'il n'ait pas voulu que vous ayez le gros morceau. Vous auriez été parmi ceux-là qui vous embrassaient la main. Alors, que eux veuillent le faire pour vous montrer leur respect, c'est une chose. Mais que vous acceptiez, c'est une autre chose. Il ne m'a pas grondé. Et depuis ce jour-là, c'était fini. Majesté, il y a les risques du métier. Je crois que ce sont les plus importants. On connaît le récit de la tuerie de Skhirat. C'était en juillet 1971. Un an après, seulement un an après, il y avait l'attentat contre le Boeing. Et j'ai l'impression que vous n'avez toujours pas peur. Comme si quelqu'un de très haut veillait sur vous. Car vous avez dit, il ne faut surtout pas employer les mots hasard, chance. Non. Il n'existe pas ces mots. Non, non. Il y a un an, lorsque j'ai subi mon intervention chirurgicale, j'ai convoqué le chef de mes aides de camp, le ministre de la Maison Royale, le commandant de la garde. Juste avant d'entrer en salle d'opération, je les ai convoqués tout simplement pour leur dire voilà où vous mettrez les sentinelles, voilà dans quelle tenue ils devront être, parce que j'aurai des visiteurs, voilà où il faut introduire les gens quand ils viendront. Alors ils étaient assez émus. Je leur ai dit, vous savez, il ne faut pas être ému, parce que tant que j'aurai quelque chose à faire, le grand patron me maintiendra en vie. Le jour où il considérera que je puis gêner, ou que je ne suis pas, que je suis out, que je ne suis plus in, que je ne suis plus dans le bain, que une autre formation, une autre génération, une autre façon d'approcher les problèmes, de les résoudre, doit prendre ma place, ce jour-là, je leur ai dit, vous pourrez faire ce que vous voudrez, ce jour-là viendra. Voilà. Vous ne pouvez pas vous imaginer la sérénité que ça vous donne. Enfin, tout chef d'État doit craindre pour sa vie. Mais vous êtes de ceux qui sont le plus visés. On craint parce que, comme je vous l'ai dit, on veut quand même revoir le lendemain, on veut revoir le soleil du lendemain, on veut revoir sa famille. Personne, à part les fous, je ne vois pas qui pourrait être suicidaire. Mais vous savez, si on vit trop avec sa crainte, même lorsqu'on est dans la plus grande sûreté, on ne vit pas. Ce qui est terrible d'ailleurs, ce n'est pas tellement la mort, c'est la trahison. Il y a des hommes à qui vous avez fait beaucoup de bien, à qui vous avez apporté des bienfaits, et qui, un jour, vous retirent plus que la confiance. Oui. Vous savez... Quelle déception. On dit toujours, oh, je donnerai ma main à couper. Mais si on vous la coupait, ça vous ferait drôlement mal. Alors on dit toujours, bon, la trahison, la nature humaine est ainsi faite. Mais lorsque vous subissez, et que vous la subissez vraiment en état, disons, d'entière et de pleine injustice, alors là c'est traumatisant. Je vous dirais que je n'ai retiré des deux événements que j'ai vécus que le traumatisme de l'ingratitude. Alors là, ça je ne l'ai pas oublié. Ça n'est pas encore cicatrisé. On vous a fait mal, mais vous pourriez de la même manière faire mal à votre tour. Non pas punir, car vous êtes chef d'État, vous avez pris une décision, mais faire mal. Non. Non. Non, je ne... Je suis ferme, sévère. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, si demain il fallait vraiment prendre une décision brutale, sanglante, pour sauver
la majorité de ce pays, une minorité, je le ferai. De la manière la plus dure. De la manière la plus dure, parce que la cause, et je mélange là le côté philosophique et le côté juridique de la chose. La cause est une des choses les plus larges, les plus belles de la discipline du droit, que les Français ont merveilleusement étudié et dont ils ont dépeint le contour d'une façon admirable. C'est à ce moment-là, la cause politique et la cause juridique et la cause philosophique tout court justifient que pour sauver la majorité, eh bien, tant pis pour une minorité. Vous n'hésiterez jamais lorsqu'une décision d'importance s'imposera. Monsieur Chancel, je souhaite ne jamais être amené à faire cela. Mais dans notre famille, il y a des exemples qui sont vraiment des exemples assez curieux. Vous avez certainement entendu parler, vous avez lu beaucoup de choses concernant le sultan Moulay Ismaïl. Moulay Ismaïl avait un fils qui s'appelait Mohamed Al-Alem, qui était un homme extraordinaire, beau, guerrier, savant, son confident, et il avait fait toutes ses études dans la Karaouine, à Fès. Lorsqu'il eut terminé ses études, il lui donna la moitié sud du Maroc pour le représenter. C'est là du reste encore une des énigmes de l'histoire. On ne sait pas ce qui s'est passé dans l'esprit de Sidi Mohamed Bilal. Et le voilà un beau jour qui décide de prendre le pouvoir. Il rassemble son armée et monte vers Meknès, capitale de Moulay Ismaïl. C'était vraiment le coup de tonnerre. Sidération complète. Moulay Ismaïl ne peut pas faire autre chose que d'aller contre lui, le fait prisonnier, rassemble les oulémas, et c'était son fils chéri. Il leur dit, que dit le Coran pour celui qui brigue le trône d'une façon illégale pour être régicide. Ils disent, sire, il n'y a pas 4 châtiments, il y en a 3. Ou bien on le bannit, ou bien on lui coupe la tête, ou alors on le crucifie après lui avoir coupé un bras et une jambe. Bon, je me donne quelques jours de réflexion. Tous les docteurs de la loi du Maroc se sont rassemblés en grand campement à Meknès pour demander la grâce de Sidi Mohamed Bilal. Tous, même parmi ses maîtres qu'il respectait beaucoup. Ils étaient des centaines. Et Dieu sait qu'il avait besoin des ulémas parce que c'était quand même, ce n'était que le 3e roi de la dynastie. La dynastie n'était pas encore bien installée. Il avait donc, lui étant le glaive, il avait besoin quand même du goupillon. Il a exécuté son fils. Pendant 8 jours, on ne l'a plus revu. Et on dit qu'au palais, il s'est enfermé, personne ne l'a vu. Dieu sait quelle fut sa maladie. Je ne voudrais pas être à sa place. Mais il l'a fait. Et il fallait le faire. Il l'a fait, il fallait le faire parce que tout le monde sait pas. S'il a fait ça à son fils, et il a laissé un pays qui était respecté. Je vous dirais que là, ce sont des exceptions. Mais s'il ne l'avait pas fait, je me demande ce qui serait produit. Majesté, après tout ce qui s'est passé, faites-vous encore confiance aux gens qui vous entourent? Obligatoirement. Je ne peux pas admettre. Vous pourrez me prendre pour un sentimental, un petit peu roman mélo eau de rose, mais je ne vois pas quel est cet homme qui a à prendre des décisions, qui a à trancher, qui à un moment donné, même si le diagnostic n'est pas le vrai diagnostic, mais on ne peut pas attendre comme en médecine que la réponse du laboratoire vienne. Il doit prendre telle orientation dans la décision, il est obligé de faire confiance à un minimum de gens de son entourage. Sur le plan sentimental, en plus, je ne vois pas quel est cet homme digne de ce nom qui pourrait vivre dans la méfiance. Être Pygmalion, non. Il vaut mieux donner sa démission et vivre ailleurs. On peut gouverner seul? Jamais. Jamais vraiment? Jamais. Jamais. Vous pouvez régner seul, mais vous ne pouvez pas gouverner seul. Mais par nature, êtes-vous tendre? Je pense un peu trop.
Je crois que j'ai hérité de mon père, de sa bonté. Je, je ne pense pas être méchant. Je suis coléreux. Parce que vous dites que ce sont les coupables qui doivent être châtiés, et d'abord, parmi eux, ceux qui devraient donner l'exemple de la probité, de l'intégrité. Vous tenez beaucoup compte de ces mots, et vous leur accordez la véritable importance. Oui, parce que, voyez-vous, ce Chancel, je mets pour moi, pour traduire en français, je mets donc la res publica, donc la République. Je mets donc la chose publique au-dessus de tout. Qu'on me vole dans mon argent personnel, bon. Qu'on me détourne mon courrier, qu'on branche ma ligne téléphonique, je dirais, ça ne m'étonnerait pas si encore c'était fait. Mais qu'on me trompe concernant une chose dont on voit que matin et soir, je la couve, je la mets au-dessus de mes propres enfants. Et que on essaie, non pas de me trahir, mais à travers moi, de détourner un fleuve qui coule depuis plus de 1200 ans, et vouloir détourner ce fleuve de son cours d'eau naturel pour en faire de petites rivières, de petits ruisseaux, sans importance, sans débit, sans force, allant se perdre dans les méandres d'un désert pour ensuite ne déboucher sur rien, je ne l'admettrai pas. Il y a des mots, roi, couronne, trône, palais, qui évoquent parfois le faste, mais je crois qu'avec vous, il ne faut pas se faire une idée trop fantastique de cette existence des mots, du moins de leurs vertus ou de leurs défauts. D'abord, j'estime que la couronne, chez nous, est quelque chose qui n'existe pas, parce que ce serait une hérésie sur le plan du droit musulman pur. Il n'y a pas de couronne. Il y a un roi. Bon, un roi, c'est autre chose. C'est autre chose. Un roi est un homme, une couronne est un symbole qui vraiment... Ou bien la couronne représente quelque chose d'énorme, ou elle ne représente rien. Non. Palais, j'estime que le palais est la maison de la nation, non pas la maison de celui qui l'habite, car il n'en hérite pas. Il ne la vend pas, il ne le loue pas. Au contraire, s'il n'y avait pas les rois, il ne ferait pas les édifices qui sont là pour non seulement démontrer de leur grandeur, mais maintenir cette grandeur, l'artisanat et autre chose. Ça fait partie du prestige d'un État. Maintenant, je puis vous dire qu'étant tout enfant, je me suis plus cogné contre les marches du trône que je n'ai culbuté dans le gazon comme tous les autres enfants. C'est quand même dur. Ce n'est pas facile. Ça marque une vie. Ça marque une vie. Vous avez appris la sérénité, la fermeté, la constance, mais vous permettons, Majesté, vous permettons d'aimer très simplement. Mais vous ne me connaissez pas dans mon intimité. Mais grâce à Dieu, je pense que une des qualités que j'ai, c'est de n'avoir jamais été blasé. Mais vous ne pouvez pas vous imaginer, on m'offre le plus petit cadeau, le plus insignifiant. Mais je suis plus heureux que si on m'offrait une énormité. Non, j'aime les gens, j'aime les choses. Et c'est mon côté artiste un petit peu qui ressort là. Je continue encore à rimailler tout seul, de temps en temps, à faire un peu de poésie, des vers que je déchire parce qu'ils ne me plaisent pas. Mais j'adore la musique, qu'elle soit classique ou moderne. Et il m'arrive de lire un livre et de m'arrêter, puis d'imaginer pendant des heures et des heures. Non, je rêve encore, heureusement, heureusement. Vous dites quelque part qu'un roi doit tout faire, sauf démissionner. On comprend tout de suite, vous ne démissionnerez jamais. Ça veut dire démissionner intellectuellement. Oui, bien sûr. Abandonner. Abandonner intellectuellement. Mais je puis vous dire une chose, Monsieur Chancel. Et peu de personnes le savent, parce que je n'ai jamais eu l'occasion de le dire publiquement. Mais enfin, vous m'êtes tellement sympathique que je vais vous le dire à vous, avant que de l'écrire. Lorsque j'ai décidé la marche verte, tout le monde me voyait soucieux. Et personne ne savait pourquoi. Tout le monde pensait que j'étais soucieux parce que ça pouvait réussir ou pas réussir. J'étais sûr personnellement qu'elle réussirait. Parce que j'avais confiance dans ce peuple. Je savais qu'il était capable de tous les miracles. Mais je savais que s'il y avait eu la moindre bévue
pouvant entraîner une catastrophe que celui qui aurait payé, c'était moi, j'étais décidé à démissionner. À ce moment-là, un échec et vous partiez. Je sais que mon peuple m'aurait empêché, qu'il serait venu en masse, mais il était impossible pour la pérennité de la couronne marocaine qu'après un échec pareil, là j'aurais fait vraiment preuve d'un égoïsme effroyable. Et alors quand on pense au paganisme où je suis capable concernant ce pays et cette terre, et me dire, bon, d'accord, mais si ça ne va pas, tu le quittes. Pendant un mois, ça a été dur. Mais le succès de la Marche verte a transformé, je crois, la nation. C'est un sang nouveau qui est venu. Et vous avez, il faut bien le dire, étonné le monde, parce que, Majesté, on vous attendait au tournant, là. D'abord, le succès de la Marche verte a fait que quand je suis rentré à Rabat, j'ai regardé la ville du haut de mon palais avec un tout autre œil, avec l'œil d'un homme qui se disait, tu aurais pu ne revenir là que pour faire tes valises. Vraiment. Alors ça a été pour moi, sur le plan tellurique, sur le plan matériel, des retrouvailles avec ma terre. Parce que le risque était calculé, on l'a couru. On m'attendait au tournant, c'est un fait. Mais, monsieur Chancel, le fait de dire on marche, tout le monde peut avoir l'idée de la faire. Mais celui qui a marché, c'est le peuple marocain. Et c'est lui qu'on attendait au tournant, en réalité. Alors lui dire, tu te présentes au bureau de mobilisation, il se présente. Tu marches, il marche. Tu t'arrêtes, il s'arrête. Tu reviens, il revient. Alors, est-ce qu'on pense que c'est un peuple, ma foi, assez docile? C'est faux. C'est faux. Mais c'est un peuple très intelligent. C'est un peuple qui fait confiance. Et quand je vois des journaux de gauche ou de soi-disant gauche qui parlent de masse populaire, qui parlent de ceci, je leur dis, bon, trouvez-moi un soi-disant chef d'État, chef d'un soviet ou d'un commissariat suprême, ou même d'un homme politique de gauche qui soit dans l'opposition, qui puisse non pas rassembler 350 000 personnes, parce que moi j'avais 16 millions, tout le monde voulait venir, tout le monde était volontaire. Ils n'en trouveront pas. Ils n'en trouveront pas. Alors j'estime que ma carte de non-dictateur, d'homme démocrate, d'homme près des masses, d'homme près des peuples, eh bien, je crois l'avoir présentée. Enfin, il vous fallait cette marche pour avancer, Majesté. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas d'autre solution. Je ne pouvais pas faire la guerre à l'Espagne. Même si j'étais sûr qu'elle ne me battrait pas, ce qui n'était pas sûr, elle m'aurait battu, mais quand même c'était vraiment l'irréversible. Je ne pouvais pas laisser le Sahara partir. Et c'est là où personne n'a eu l'idée de la marche, parce que si quelqu'un avait eu l'idée de la marche, il aurait fait la contre-marche. Et heureusement que personne ne l'a eu. Mais une contre-marche, c'était peut-être la guerre. C'était la guerre. Alors je me suis dit, bah, on a bien fait des manifs pendant le protectorat. Bah, au lieu de faire une manifestation dans une ville avec 10 000 personnes, on va faire une manifestation dans tout le Maroc avec 350. Et ça a marché. Majesté, tout à l'heure, vous parliez d'ingratitude et dans le défi, vous donnez une réflexion de Shakespeare qui est belle. Souffle, souffle, vent d'hiver, tu n'es pas aussi cruel que l'ingratitude des hommes. Mais j'imagine que lorsqu'on est roi, cela doit revenir souvent à l'esprit. Oui. Et ou lorsqu'on est chef d'État. Oui, et lorsqu'on est homme, il y a un autre vers de Shakespeare qui est encore plus joli quand on est homme, mais qui est moins sérieux, si l'on peut dire. Il disait que si les larmes des femmes pouvaient fertiliser la terre, il en sortirait des myriades de crocodiles. L'ingratitude vous donne la sensation de la solitude. Or, dans mon métier, il ne faut pas être seul. Il faut surtout ne pas être seul et ne jamais se sentir seul. Mais vous vous sentez quand même seul parfois? Je vous assure, jamais. Jamais? Jamais. Jamais, parce que j'ai un entourage qui est assez cosmopolite sur le plan de la pensée. Il y a ceux qui croient parce que bon, le patron a dit, je crois. Il y a ceux qui analysent et qui, en définitive, même s'ils ne croient pas à tout, croient au moins à une partie. Donc, que ce soit avec les uns ou les autres, je sens toujours qu'il y a une participation. Jamais on ne me donne tort à 100%,
Et même ceux qui me donnent raison à 100%, je sens qu'il y a en eux, non pas tellement d'analyse, mais un credo, comme ça. On fait confiance, on fait confiance. Le patron a dit, ben on va voir. Et c'est ça qui vous donne le sentiment de n'être pas seul. Vous empruntez parfois à Montesquieu, il y a cette phrase, « Un gouvernement libre ne saurait se maintenir s'il n'est par ses propres lois capable de correction ». J'imagine qu'il faut apporter des corrections au gouvernement que vous dirigez, aux affaires que vous menez. Quelle correction? Alors justement, là, c'est, voyez-vous... Ou correction à sa vie. M. Chancel, c'est vraiment... Alors là, c'est le point crucial, et je dirais le côté faible de tout chef d'État, quel qu'il soit, quel que soit le régime dans lequel il vit. Car on ne peut pas s'empêcher, quelle que soit l'objectivité dont on puisse s'armer, on ne peut pas s'empêcher d'une sorte de narcissisme. Et vraiment, se coller des billets de satisfaction à longueur de journée, c'est le danger de notre métier. Alors, quel est le critère de votre action? Quel est celui qui pourra vous dire vous avez bien fait, vous avez mal fait? Même si vous avez auprès de vous un homme assez franc pour vous dire sire, vous avez mal fait, ou monsieur le président, vous avez mal fait. On vous le dit? Oui, quelquefois. Vous l'acceptez? Je l'accepte. Vous acceptez le reproche et la critique? Je l'accepte. Eh bien, on ne peut jamais être sûr que son jugement est bon, parce que ce n'est qu'un homme, voyez-vous, ou ce n'est qu'une poignée de collaborateurs qui, par symbiose, arrivent à penser de la même façon. Et c'est pour ça que la Vox Populi est une chose importante. Parce que vous ne pouvez pas faire que tout un peuple soit d'accord sur une chose pour vous dire que c'est mal et lui dire non, tu as tort. Ou c'est bien en lui disant non, tu n'as pas raison. Alors, quand faire intervenir la Vox Populi? C'est là, à mon avis, où le choix de l'opportunité est important. On ne peut pas demander au peuple, pour toute chose, d'intervenir, parce que ça créerait le désordre et ça donnerait l'impression qu'on n'a pas confiance en son action. On ne peut pas, d'un autre côté, le laisser sur la touche, sans le consulter. Il faut ensuite savoir faire le choix judicieux entre la chose principale sur laquelle on consulte et la chose accessoire, sur laquelle il n'y a pas à lui de vous poser de questions. Alors, je pense que c'est la façon dont on consulte son peuple sur les problèmes dont on doit le consulter, l'opportunité que l'on doit y apporter, l'humilité, parce que quand même, il faut être assez humble, car je leur dis toujours, et mes ministres pourront vous le confirmer, je leur dis toujours, je n'ai aucun droit pour être plus marocain que vous. Je suis aussi marocain que vous. Alors pourquoi vouloir avoir le monopole de la décision patriotique? Elle part peut-être d'un bon sentiment, mais mise sur le papier, elle n'est pas right. Majesté, vous avez dit au président Giscard d'Estaing, vous êtes un copain parfait. Mais vous avez, vous, des copains? C'est vous qui avez employé ce mot copain, comme si c'était un beau mot. Oui. C'était comme un hommage. Oui, j'ai des copains qui restent sur le plan formel, naturellement, sur le plan du langage et de l'adresse et tout ça. Mais j'ai quand même, je ne dirais pas que j'en ai beaucoup. J'en ai peu, j'en ai moins qu'avant. D'abord parce qu'on s'est dispersé. Chacun a pris son chemin, a fait sa carrière, a fondé son foyer. Mais il est certain que si je ne sentais pas encore le sentiment de copinité, je ne peux pas dire copinage, j'ai de la copinité dans la mesure où ce mot existe. Vous l'avez inventé. Je ne l'aurais pas employé concernant le président Giscard d'Estaing. Vraiment, j'ai senti... Nous pensons les mêmes choses concernant un certain nombre de problèmes. Et surtout, ce qui me plaît en lui, c'est que je me suis rendu compte que concernant certains problèmes, nous avions la même méthode pour les trancher et pour les régler. Et dans le même esprit. Et je maintiens que ce n'était vraiment pas une clause de style. Je n'ai pas voulu inventer quelque chose dans la rhétorique diplomatique. J'ai dit vraiment ce que je pensais et ce que je continue à penser encore. Vous avez besoin d'être aimé. Qui n'a pas besoin d'être aimé? Je pense que même les misanthropes le sont parce qu'ils sentent qu'ils ne sont pas assez aimés. Oui, parce que je sens que je donne beaucoup de moi-même. J'estime que c'est tout à fait normal comment on donne un petit peu. Et maintenant, vous ne pouvez plus vous arrêter. Il faut avancer.
il faut prendre des risques encore. Il faut offrir sa vie lorsqu'on est roi, lorsqu'on est chef d'État. Mais plus encore lorsqu'on est roi et roi du Maroc. Mais je ne comprends pas, il n'y a pas une fatalité ou une malédiction sur les rois du Maroc, M. Chancel. Je pense qu'ils courent les mêmes... Bon, disons qu'ils courent un peu plus de risques que les autres parce que la chance, le destin, Dieu Voilà. et leur personnalité ont fait qu'ils n'ont pas été des rois comme les autres, comme ceux que nous voyons autour de nous. Ils prennent des risques, ils gouvernent. C'est tout à fait normal qu'ils soient plus exposés. Qu'attendez-vous de la France? Vous êtes à la veille du départ pour Paris. C'est un voyage très officiel. C'est le Maroc qui vient à la rencontre de la France et la France qui est heureuse d'accueillir le Maroc. Eh bien, je vais être exigeant. J'attends de la France tout ce qu'un ami est en droit d'attendre d'un ami. C'est-à-dire, ça peut être à l'infini. Ça peut être à l'infini. Mais j'attends de la France qu'elle continue à nous comprendre comme elle nous a toujours compris. C'était le départ de notre entretien. Il y a la France, elle demeure à la France. Et avec la France, nous n'avons pas eu de problème. Bon, il y a eu ce fameux traité du protectorat. Mais il faut dire aussi que elle avait la force, elle aurait pu aller plus loin dans le traité de protectorat quant à sa rédaction. Qu'est-ce qui a fait qu'elle s'est arrêtée au traité de protectorat, qu'elle n'est pas allée plus loin dans les clauses du traité? Était-ce une pression internationale? Était-ce les Anglais ou les Allemands? Je n'en sais rien. Toujours est-il qu'elle s'est arrêtée pudiquement, d'après le traité, si on venait vraiment à le décortiquer sur le plan international, c'était vraiment un protectorat d'une pudeur parnassienne. Vraiment, qui n'était attentatoire en rien à ce qui pouvait toucher à la dignité ou du royaume, ou des sujets marocains, ou autre chose. J'attendais beaucoup sur le plan de la coopération, et particulièrement sur le plan de la coopération universitaire et pour les professeurs qu'elle doit nous envoyer. La coopération? Oui. J'estime que la coopération, les coopérants pourraient être d'un meilleur niveau. D'un meilleur niveau. C'est une critique? Oui. Critique Oui. grave? Critique grave parce que les Français ne savent plus écrire le français. Alors, qu'ils fassent du français ce qu'ils veulent chez eux, c'est une affaire intérieure. Mais qu'ils fassent du français ce qu'ils veulent à l'extérieur, ça ne les regarde pas. C'est l'affaire du génie français, on n'a pas le droit. Bon, qu'on fasse chez soi ce qu'on veut, mais on n'a pas le droit d'aller en t-shirt à l'étranger. Alors, si les Français veulent se mettre en maillot de bain concernant la grammaire, concernant le style, concernant la façon d'enseigner, ça les regarde. S'ils veulent se mettre en bikini, mais chez nous, je veux qu'ils continuent à être en costume cravate parce que le génie français n'appartient pas à la France, il appartient au monde, il ne leur appartient pas. Alors, je demande qu'on nous envoie de meilleurs professeurs, qu'on nous envoie de meilleurs éducateurs et qu'on nous forme un peu mieux nos professeurs de français. Car c'est quand même un véhicule qui ouvre une assez grande tranche d'univers dans l'esprit de quelqu'un. Majesté, j'ai été heureux de passer ce moment avec vous. Je n'ai pas voulu tellement aborder les problèmes politiques, ce n'était pas mon affaire. Je suis venu à la rencontre d'un homme pour le mieux connaître. Et je voudrais vous demander, à la fin de cet entretien que vous m'accordez ici au palais de Marrakech, je voudrais simplement vous demander, vous comprenez pourquoi, si votre santé est bonne. Je vois qu'elle est bonne, mais dites-le moi. Je puis vous assurer qu'elle est bonne, mais ça ne m'empêche pas de toucher du bois. Alors je vous dis déjà, bienvenue en France. Monsieur Chancel, puis-je peux vous poser une question? Allez, posez-la moi, Majesté. Mais à condition qu'elle soit enregistrée et qu'elle passe. Oui? Pourquoi avez-vous appelé votre émission Radioscopie? Pensez-vous qu'en 1 heure, vous pouvez vraiment... vous pouvez faire la radioscopie. Mais alors je vais employer un terme technique. Est-ce que vous pouvez faire vraiment la tomographie d'un homme en tranche en 1 heure? Je pense que c'est à la fois trop court et trop long. Oui. Mais on ne pourra jamais le faire. Mais heureusement, car si vraiment on allait jusqu'au bout du mystère, on serait déjà arrivé et ça serait une manière d'être fini. Alors dans ce cas-là, rien n'empêche d'avoir plusieurs radioscopies. Moi, je serais ravi de venir vous retrouver. Alors. Merci, Majesté.